Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission réalisée par la chaîne Rhizome qui est destinée à la science et aux questions environnementales. Philippe Guillaume qui en est le créateur. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une personnalité qui est, je crois, aujourd'hui très médiatique, qui est le docteur Pierre Souvé, qui est médecin cardiologue et qui est également président de l'association Santé Environnement France. Bonjour Pierre. Bonjour Dominique Robin. Alors, vous êtes avec nous et merci tout d'abord de votre présence pour parler d'un sujet, je crois, dont toutes les personnes un petit peu attentives ont entendu parler. Et donc, notre objectif aujourd'hui, ça va être de l'aborder vraiment un peu plus au fond, donc de décrypter cette question. On va prendre le temps et on va essayer de pas faire trop de raccourcis pour parler d'abord des risques liés au cadmium. Donc, c'est un métal dont on parlera juste après. Donc, où est-ce qu'il est finalement dans notre environnement? Est-ce que notre alimentation y contribue beaucoup? Qui est concerné? Ça, c'est vraiment une question que tout le monde se pose. Est-ce que finalement, c'est des gens qui sont près des usines, comme on l'entend parfois, ou pas? Et puis, on essaiera d'explorer également les leviers d'action, à la fois individuels, mais aussi ce que peut faire la société. En préambule, je voulais vous dire quelques mots sur ce fameux métal lourd dont sans doute vous avez entendu parler. Et donc, mon objectif, c'est aussi de vous donner un peu ses fondamentaux. Donc, c'est un métal qui n'est pas perceptible, il est dans notre environnement, il est souvent un contaminant, à la fois des sols naturels, mais aussi évidemment de l'activité humaine. On le respire, on le boit, on le mange, et ce qu'il faut retenir, c'est que les activités humaines, comme beaucoup de contaminants d'ailleurs, en ajoutent dans notre environnement. Il a une propriété qui est très importante, c'est qu'il s'accumule, il se bioaccumule, donc on va voir que finalement la question du temps et des temps d'exposition est un sujet, et ce qu'on c'est aujourd'hui, c'est il joue un rôle très important dans un certain nombre de maladies que vous allez bien sûr décrire, Monsieur Souvé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots de ce cadmium? C'est que d'abord, il a des origines bien sûr naturelles. C'est un métal qui fait partie de la table de Mendeleïev qui est dans notre environnement. Il est utilisé dans certains process, mais il est aussi issu d'un certain nombre d'activités comme résidu en quelque sorte. Et c'est un polluant chimique. Et c'est un contaminant qu'on va retrouver finalement un peu partout, mais malheureusement dans toute la chaîne alimentaire, et ça fait partie de la discussion qu'on aura tout à l'heure. Ce qu'on peut dire en préambule, c'est que depuis quelques mois, pour ne pas dire quelques années, et on va revenir vraiment précisément sur cette question, on sait que le cadmium, c'est un enjeu de santé publique. On a des travaux comme ceux de l'ANSES en particulier, qui pointent vraiment ce composé comme un composé à problème. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Puisque finalement, ce métal lourd, il n'est pas nouveau dans notre environnement et malheureusement, ses impacts sur la santé ne sont pas nouveaux également. Donc, quelques mots avec vous, Monsieur Souvé, docteur, si vous me permettez cette formule. Où en est-on finalement de cette connaissance de l'exposition liée au cadmium? On parle d'effets chroniques sur notre organisme, nous les humains, parce qu'on pourrait parler des animaux ou des plantes, mais où est-ce qu'on en est finalement de cette question? Alors, merci Dominique Robin. Donc d'abord, le cadmium est un métal qui n'a aucune utilité pour l'organisme, contrairement au calcium, au fer, au cuivre, au zinc, qui nous aident à vivre. Le cadmium, il faudrait qu'on ait zéro. Bon, et là, ça n'est pas possible puisque on peut en respirer, parce que la pénétration, notamment près des zones industrielles qui rejettent du cadmium, fait qu'on peut se contaminer par voie respiratoire, mais aussi, hélas, par voie alimentaire, puisque une grande partie des aliments, presque tous, peuvent contenir du cadmium de façon plus ou moins importante. Et là, tout de suite, je vous dis pourquoi il faut regarder cette vidéo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais on ne peut plus rien manger, on ne peut plus rien faire. De toute façon, j'y arriverai pas parce que la tâche paraît immense. » Mais en fait, si. On peut agir, on peut protéger soi, ses proches, sa famille. Et pour ça, il faut nous écouter. Vous n'êtes pas les mains liées, vous avez un pouvoir d'action. Évidemment, le politique aussi a un pouvoir d'action. Vous ne pourrez pas tout faire tout seul, comme on ne peut pas changer le monde tout seul. Si vous voulez bien, on va réserver ça pour la dernière séquence, mais en tout cas, mais bien sûr, écoutez, parce que agir, vous pouvez agir et vous devez agir et vous allez voir comment. Et donc, ce cadmium, où est-ce qu'on le retrouve? Pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Alors, on en parle parce que déjà, depuis notre première alerte, quand Santé publique France a sorti l'étude Esteban, qui a montré que la contamination des Français avait doublé en 10 ans, était 2 à 3 fois supérieure
aux contaminations des pays similaires, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada. Et cette étude de Santé publique France avait dosé aussi les enfants. Et les enfants, c'est pas 2 à 3 fois plus que les pays similaires, c'est 3 à 4 fois, 5 fois plus que les enfants allemands, les enfants américains. Et donc ça veut dire qu'on a vraiment dosé chez les enfants américains, les enfants allemands, les enfants français, tout ça c'est fiable. On peut affirmer aujourd'hui que les enfants français sont 3 à 4 fois plus contaminés, enfin, pardon du terme. Oui, que les pays qui l'ont fait, parce qu'il y a des pays qui l'ont pas dosé, hein, mais les États-Unis, l'Allemagne l'ont fait, et la France l'a fait. Et donc, à cette époque, il y avait 16 000 études, 16 000 sur PubMed, qui est la Bibliothèque mondiale médicale. Là, on est à 18 400. En quelques années, il y en a presque 1000 par an. Enfin, c'est assez ahurissant. Et les connaissances augmentent et toutes pointent la toxicité de ce métal, cette multitoxicité. Donc, on a des Français qui sont surcontaminés par rapport aux pays similaires. 2, un doublement chez l'adulte et des taux chez l'enfant très alarmants. Et 3, des connaissances sur la toxicité de ce produit qui ne font qu'augmenter. Et aucune vous montre que ce n'est pas un produit extrêmement toxique, qui fait d'ailleurs partie des 10 polluants les plus préoccupants, notamment par les organisations mondiales de la santé. Alors, ce que je vous propose, puisque vous êtes médecin en plus, et puis un spécialiste de la santé-environnement, de nous dire finalement quels sont les risques au fond, qu'est-ce qu'on connaît de ces impacts sur la santé, et puis après on va essayer de décrypter un peu tous ces mécanismes associés. Donc d'abord, ils persistent dans votre corps. Première chose. On l'élimine que très très lentement. Si je prends un verre aujourd'hui de cadmium, j'en aurais éliminé la moitié dans 30 ans. 30 ans. 30 ans. Parce qu'il se fixe d'abord dans le foie, où là aussi, sa demi-vie, ce qu'on appelle la demi-vie, la moitié de l'élimination va jusqu'à 18 ans, et dans les reins ensuite, qui va jusqu'à 30 ans et plus. Et donc, il s'accumule dans votre corps tout au long des années, donc dans les différents organes, le foie, le rein, mais aussi d'autres organes quand ça déborde le foie et le rein. Donc, on ne pourra pas le faire baisser, mais on pourra, comme pour le tabac, limiter son augmentation. Comme moi, quand j'ai un tabagique en face de moi, j'arrive à le faire arrêter. Là, je n'arriverai pas à tomber à zéro, mais je lui donne tous les outils pour limiter sa contamination d'un produit donc, qui est cancérigène, qui est reprotoxique. Est-ce que vous pouvez traduire, parce que cancérigène, je pense que tout le monde comprend. Donc, reprotoxique, ça veut dire quoi ? Qui altère la reproduction. Donc, vous allez le voir sur la diapo que vous allez voir. Il a un effet très oxydant. Ça s'appelle le stress oxydatif. Ça provoque de l'inflammation. Et ça déstabilise les cellules qui peuvent se transformer plus facilement en cellules cancéreuses. Et ce stress oxydatif altère l'ADN, notre ADN. Donc l'altération de l'ADN, là aussi, peut favoriser la transformation en cellules cancéreuses. Et il altère la réparation de l'ADN, parce que à chaque instant de votre vie, nos cellules s'abîment et se réparent. Et bien là, la réparation de l'ADN est altérée. En plus, on sait que c'est finalement un préalable à des cancérogénèses. C'est pour ça que c'est un cancérogène certain. D'accord. Ensuite, on a nos propres défenses antioxydantes, justement, pour lutter contre ce stress oxydatif. Il affaiblit nos défenses antioxydantes. Non seulement il est très oxydant, mais il affaiblit nos défenses. Et donc, l'équilibre est rompu. Ensuite, il peut provoquer ce qu'on appelle des lésions épigénétiques, c'est-à-dire qu'il modifie l'expression de certains gènes qui peuvent être protecteurs. Il altère aussi la respiration de la cellule. Enfin, c'est vraiment une multitude qui fait que c'est un produit extrêmement agressif. Donc ça, c'est pas une découverte. On est d'accord, malheureusement, même si on en comprend de mieux en mieux les effets, l'impact du cadmium sur la santé est finalement très bien documenté depuis longtemps. Donc finalement, ce qui est nouveau, c'est quand même cette étude Esteban qui nous dit qu'en quelque sorte, on est beaucoup plus imprégné qu'on ne l'avait imaginé, en quelque sorte. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette révélation de 2021. Oui, ça veut dire que les Français consomment des aliments, puisque il y en a dans le tabac. Alors voilà, oui, on va venir aux sources, bien sûr. Il y en a dans le tabac. Il y en a dans le tabac, mais les gens fument moins. Et donc, il y en a auprès des zones industrielles qui ont rejeté du cadmium, et il s'est accumulé au fil du temps. Soit de façon directe, soit par les sols, et puis soit par les sols. Et l'alimentation. D'accord. Et donc, si nos enfants, la ministre a dit la première cause, c'est le tabac, mais nos enfants de 6 à 10 ans qui ont plus que la moyenne des adultes français 10 ans avant, qui ont plus que la moyenne des adultes américains, que des adultes italiens, que des adultes pas que le allemands. tabagisme actif ou passif chez les enfants, on est d'accord. On ne va pas dire qu'entre 6 et 10 ans, ils fument. Donc, c'est qu'ils mangent bien les aliments qui sont contaminés, et ils n'habitent pas tous autour d'usines à Fos ou à Dunkerque qui ont pu générer, rejeter du cadmium, plus ou moins en fonction du temps.
Donc le tabagisme, les usines, ça, je crois que tout le monde comprend. Et puis vous évoquez l'alimentation. Ouais. Et je crois comprendre au fond que c'est quand même ça le sujet principal. Alors, vous pouvez nous décrypter un peu ça? Le cadmium, en fait, est présent naturellement dans les sols. Mais nous avons importé en France des engrais de phosphate pour l'agriculture conventionnelle qui sont, suivant la localisation du gisement dans le monde, plus ou moins riches naturellement en cadmium. Et nous sommes fournis en engrais qui étaient trop riches en cadmium. Ce cadmium est allé dans les sols. Les stocks dans les sols de cadmium ont été augmentés. Et ce cadmium ressort par la plante. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'une grande partie des sols français, puis on reviendra sur les pays européens parce que je pense que c'est quand même une question, ont été contaminés par ces engrais phosphatés. Absolument. Qui viennent en grande partie du Maroc, je crois. Tout à fait. Donc là, finalement, le mal est fait en quelque sorte. Le mal est fait. Le stock a été augmenté d'ailleurs. L'Union européenne s'inquiète justement même au niveau européen de ce parce qu'on se pose une question. Dans la comparaison que vous avez fait, vous avez parlé des États-Unis, où on peut penser que l'approvisionnement en phosphate est peut-être différente. Mais finalement, en Europe, est-ce qu'il y a autant de sources d'approvisionnement différentes pour qu'on ait des différences dans l'agriculture en quelque sorte et d'autres expositions? Parce que par exemple, les engrais finlandais, il y a quasiment pas de cadmium dedans. Alors les engrais russes, ce qui avait posé un problème évidemment avec la guerre, très peu. Les engrais en Floride, très peu. Okay. Et d'ailleurs, la norme française, on dit toujours que les normes françaises sont... les Italiens, les Espagnols, alors... Italiens, ils se servent pas forcément tous au Maroc, donc leurs sols sont pas enrichis. Il y a un autre élément qui peut jouer, c'est qu'une fois que le cadmium, ce stock a été augmenté, eh bien, il y a le flux vers la plante. Et ce flux peut être modifié par l'acidité des sols. Bien sûr. Et il se trouve, un sol acide peut entraîner une mobilité de ce cadmium qui sinon est gardé dans le sol jusqu'à 100 fois plus. Et donc, la culture conventionnelle avec le nitrate, c'était plus des phosphates, c'est des nitrates, l'azote, les nitrates d'ammonium, favorisent l'acidité des sols et favorisent potentiellement donc l'augmentation de cadmium dans ce que vous allez manger, les céréales notamment, les pommes de terre notamment, puisque c'est les deux plus gros contributeurs à la contamination. Et c'est hélas ce que... Ça, on va s'arrêter une minute sur ce point-là parce que pour ceux qui nous écoutent, je crois que c'est vraiment des choses très importantes. Donc, ce cadmium, il vient majoritairement aujourd'hui de ces engrais phosphatés. Et vous avez cité 2 aliments de base, les pommes de terre, les pâtes. Est-ce qu'il y a d'autres aliments qui sont concernés? Alors, essentiellement, c'est les dérivés de céréales. Dérivés de céréales. Donc, le pain, par exemple? Le pain. OK. Je vais vous donner un chiffre. Au kilo, il y a donc l'ANSES qui alerte depuis l'étude Esteban sur le fait qu'il faut réduire la quantité de cadmium dans les engrais autorisés en France. Pour rappel, l'ANSES propose 20 mg par kilo. Certains pays européens, vous le voyez sur la diapositive, comme la Hongrie, la Slovaquie, la Finlande, sont déjà à 20. L'ANSES nous dit qu'il faut tomber à 20 pour arrêter d'augmenter ces stocks de surcontaminer les Français. La France est toujours à 90. Donc ça, ce sont les normes, mais la réalité, c'est quoi? Et l'Europe a dit 60. La France n'est même pas à la norme européenne. On dit toujours que les normes françaises sont terribles. Donc déjà, il y a une déficience d'action du politique par rapport aux premières alertes de Santé publique France l'ANSES de 2021. Là, tout récemment, début juillet, les députés français, sauf un parti, un membre de notre parti, ont voté pour un abaissement plus rapide à cette dose réglementaire de seulement 20 mg par kilo de cadmium. Pour tout vous dire, le gouvernement avait dit oui, on va finir par y arriver. Première alerte 2021, ils nous ont dit on va y arriver en 2038. 2038. 17 ans pour arriver à appliquer la norme que préconise notre agence sanitaire pour protéger notre santé, pour protéger la santé de nos enfants. Alors, on reviendra sur cette question de ce que peut faire finalement le politique et l'action publique, parce que je pense que c'est un aspect important. Mais si on reste concentré sur cette première question, au fond, donc on voit des aliments de base, le blé, les dérivés des céréales, les pommes de terre. Donc, les plus gros, on va parler d'abord des plus gros concentrateurs. Là où il y en a le plus, mais que vous en mangez pas souvent. Alors, ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Alors, dites-nous. Alors, les mollusques. Les mollusques. Mais là aussi, dans les études de l'ANSES, il y a une grosse différence. Il peut y avoir une différence de 10 fois plus de cadmium, 10 fois moins, en fonction du lieu d'approvisionnement de vos huîtres, par exemple. Si c'est dans un bassin où il y a beaucoup de cadmium dans l'eau, eh ben, les huîtres vont être très chargées. Puis il y en a d'autres où il y en a quasiment pas. Donc, pour ce qui concerne les mollusques, on est toujours sur l'impact des engrais phosphatés ou ça peut avoir d'autres origines? Alors là, ça, par contre, c'est le lessivage des pollutions
de la Terre qui font que le cadmium, comme le mercure, qu'on connaît mieux, notamment dans le thon, se retrouve dans l'eau. Et comme les mollusques filtrent beaucoup Très bien. l'eau et les gardent, ils gardent aussi l'arsenic, ils gardent le mercure, eh bien, ils sont très riches potentiellement en cadmium. Le chocolat. Ah, alors le chocolat, ça Rien intéresse à voir, pas tout le monde. rien à voir avec les engrais. Mais Que Choisir a fait une excellente étude, comme l'ANSES. Et là aussi, des différences considérables. On peut avoir 20 microgrammes par kilo pour un chocolat et 290 microgrammes par kilo pour un autre. Alors, Pierre Souvé, il faut nous donner un peu les régions du monde parce que je crois savoir que c'est pas équitable. Et donc, Que Choisir nous a dit les sols sud-américains, donc le chocolat sud-américain, les sols sont plus riches en cadmium, rien à voir avec les engrais. C'est vrai. Et donc, en plus, si le sol est acide, la fève de cacao, en plus, est capable de garder de concentrer le cadmium. Et donc, de ces sols très riches en cadmium, c'est monté dans la fève de cacao. Que Choisir nous a dit le bio est aussi contaminé. Oui, parce que là-bas, ils ont développé le bio équitable. Mais si leur sol est très contaminé naturellement, le fait que ce soit bio ou pas, ça change rien. Il y en avait autant. Les chocolats africains, les chocolats asiatiques, oui, pardon. eh bien, donc, les sols sont moins riches en cadmium. Ils sont potentiellement, d'après Que Choisir, ils sont allés dire jusqu'à qu'il y avait 3 fois moins de cadmium dans le chocolat. Oui, j'ai lu la Côte d'Ivoire, par exemple, là, aurait un cacao vraiment basse teneur et c'est un grand producteur de chocolat. Donc, et oui, il faut avoir de la transparence sur l'origine, en fait, des produits dont fait partie le chocolat. Il y a les algues. Les algues, c'est pareil. Sur le chocolat, si vous voulez bien, on s'arrête une seconde. Et est-ce que pour le consommateur, in fine, parce que même en Amérique du Sud, il peut y avoir des différences de sol, parce qu'on dit que finalement, c'est lié à la qualité du sol et son acidité notamment, et la teneur en cadmium. Est-ce que cette information, aujourd'hui, elle n'aurait pas vocation à être sur les paquets? Parce que finalement... C'est exactement ça, parce que d'une zone sur l'autre en Amérique du Sud, peut-être qu'il y a... Mais ça veut dire que certains producteurs vont devoir s'arrêter de travailler. C'est terrible. Alors, évidemment, c'est toujours en dessous de la norme acceptable journalière, parce que à condition que vous mangez que du chocolat, on vous dit non, vous mangez qu'un carré, donc vous dépassez pas la norme pour la mise sur le marché. Mais en effet, d'une zone à l'autre, de quelques kilomètres à l'autre, il peut y avoir des différences considérables de cadmium. Il faudrait que ce soit écrit sur les paquets le taux de cadmium présent. Donc c'est comme le poisson, il faut varier les chocolats en quelque sorte. C'est pour ça qu'on vous dit de varier, pour pas tomber toujours sur le même contaminant. Le même produit qui est très contaminé. À l'inverse, si vous fournissez avec un chocolat ou des mollusques qui sont très peu contaminés, là, il n'y a pas d'intérêt de changer de fournisseur, mais malheureusement, vous ne le savez pas. Et donc, puisque c'est pas affiché sur les papiers, sur l'étiquette, et c'est bien dommage. Je parle des algues parce que j'ai un ami qui donnait des algues à sa fille, pensant que, vous savez, il y a des oméga 3, c'est bon pour le cerveau, mais des algues aussi, suivant les lieux où elles sont cultivées, peuvent être aussi très riches en cadmium. Et cet enfant de 7 ans avait un taux vraiment élevé, et donc il se reprochait, il pensait que c'était bon. Donc là aussi, les algues, c'est pas comme ça, parce qu'on a dit que c'était bon. Non, il faut réfléchir à cette histoire de cadmium. Il y a les céréales de petit déjeuner, qui sont assez concentrateurs. Là, il y a le Média Vert qui a enquêté sur plusieurs céréales, qui a dosé normalement des céréales au chocolat. Et donc, ces céréales au chocolat, il y en avait le plus. Il y en avait une autre où il y avait moins... Cumulé peut-être entre les céréales et le chocolat qui venait d'Amérique du Sud, peut-être. Et voilà, c'est pour ça que c'était la céréale au chocolat où il y avait 26% de chocolat dans cette céréale qui en avait le plus. Ah ouais. Et celle où il y avait 12% de chocolat, il y en avait à peu près 2 fois moins. Donc, les céréales sont un gros concentrateur, moins que les mollusques, moins que les algues, moins que les abats aussi. Il ne faut pas oublier les abats. Pourquoi? C'est les foies et les reins des animaux, mais les animaux, ils sont comme nous. Le cadmium, il va d'abord dans le foie et dans les reins. Donc là aussi, mangez pas toujours des abats, c'est assez rare. Les salades de gésier, quand même, on n'en mange pas des tonnes. Non, par contre, les céréales, c'est la de base d'une grande partie. Ça, c'est des gros concentrateurs. Et puis, il y a des gros contributeurs. Chez les adultes, c'est le pain et les dérivés de céréales. Donc, si vous rajoutez pain, biscuits, un peu de céréales, vous avez plus de 20% de la contamination journalière. Les pommes de terre, si vous rajoutez les chips, les plats à base de pommes de terre, vous avez là aussi plus de 20% de contribution. Donc, vous rajoutez céréales et pommes de terre, vous êtes déjà à 50%. Chez l'enfant, premier, c'est les pommes de terre. Ah. Mais la purée saucisse en mercredi. 19% de la contamination des enfants, c'est la pomme de terre hors chips, hors plat contenant des pommes de terre. Et vous rajoutez le pain, 10%. Vous rajoutez un peu les pâtes, c'est que 6% les pâtes. Ils sont un peu moins concentrés. Je crois que les pâtes italiennes sont un peu préservées. Je ne fais pas de promotion, mais... Plein de gens me disent, est-ce que maintenant je vais manger des pâtes italiennes?
Alors, j'ai regardé les pâtes italiennes au marché et il y a marqué farine Union européenne, blé Union européenne. On n'a pas d'information. Il n'y a pas d'information. Et si vous rajoutez donc les biscuits, c'est considérable. Donc, biscuits, céréales du petit déjeuner, pain, pommes de terre, chips, vous êtes à plus de 50%, enfin entre 50 et 60% de la contamination des enfants et aussi des adultes. Les légumes, c'est moins. Les légumes, c'est à peu près 10%, mais il y a une grosse disparité dans les légumes. Je vous donne 3 chiffres, tiens, pour vous montrer la différence. Pommes de terre, en moyenne, hein, ça dépend des lots, 29 microgrammes par kilo, 29. La légumineuse, lentilles, pois chiches, fèves, haricots blancs, c'est pas 29, c'est 2. Très bien. Et les poussières. Le lait et les fromages, c'est moins de 2. Les fruits, c'est 2. Donc, vous voyez qu'il y a des aliments. Alors, vous n'allez pas manger que du fromage toute la journée, évidemment. Hein, c'est 2 laitages par jour, 3 chez les enfants. Mais vous voyez c'est pas que du je peux pas. Alors, chez les légumes, les épinards peuvent concentrer, les champignons, les salades sont les plus concentrateurs. Mais là aussi, on mange pas des épinards tous les jours. Mais vous voyez les légumineuses qui sont très bons pour la santé, plus de protéines, plus d'éléments nutritifs, plus de fibres. Eh bien, ils ont très très peu de cadmium. Alors, bon, je pense que vraiment tout le monde a compris que les grands sujets finalement, ce sont ces fameux féculents, les céréales. Alors, j'ai 2 questions pour vous. La première, on parle des céréales de façon générique. Est-ce que le riz est concerné? Alors ici, on a la Camargue, par exemple. On produit un tout petit peu de riz, mais enfin, il est globalement de bonne qualité. Donc, est-ce que ça fait partie des céréales qui sont concernées? Et puis, après, on viendra sur la cadmiurie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut mesurer, en quelque sorte, parce que je crois que le gouvernement a permis aujourd'hui de rembourser, finalement, cette analyse du cadmium dans le sang ou dans les urines. Vous allez nous préciser ça. Est-ce que c'est pertinent, tout d'abord? Et puis, voilà, est-ce qu'on peut vraiment le faire? Donc, pour commencer, dans les céréales, est-ce que le riz est concerné? Alors, le riz et les pâtes sont concernés. Ce sont des contributeurs. Et quand je lis les études internationales, et je vous dis, il y en a des centaines depuis le début de l'année en plus, beaucoup de pays asiatiques s'interrogent justement sur le riz, parce qu'il peut y avoir des eaux contaminées par des rejets industriels, ou comme chez nous, c'est pas que les engrais, ça peut être les bouts d'épuration. Ah oui. Qui sont des bouts d'épandage, en fait. S'il y a comme nos stations d'épuration ne sont pas capables de filtrer les micropolluants, les PFAS, le plomb, le cadmium, des contaminants qui sont associés évidemment à ces eaux usées. On les retrouve dans votre tomate. Mais c'est pas spécifique au cadmium. C'est pas spécifique au cadmium, mais ça peut être un élément. Et là-bas, ils s'interrogent justement sur l'eau contaminée. On parle de l'arsenic, en l'occurrence pour le riz, mais je ferme la parenthèse. Riz et du jour. Donc, arsenic et cadmium, pour les pays asiatiques. Donc, c'est un contributeur, mais d'après l'Agence nationale sanitaire, c'est à peu près 5-6% riz, pâtes. Sachant que le complet, c'est un peu logique, est un poil plus contaminé que le non complet, mais là, on n'a pas d'éléments clairs, c'est plus de fibres, donc c'est moins potentiellement d'absorption intestinale du cadmium par rapport aux produits où il y a moins de fibres. Et donc, voilà, c'est par exemple le pain, c'est en moyenne 20 pour le pain classique et 22 microgrammes par kilo pour le pain complet. Mais c'est plus de fibres, c'est plus d'éléments nutritifs et c'est potentiellement moins d'absorption intestinale du cadmium. Alors sur la cadmiurie, qu'est-ce qu'on peut dire d'abord? Est-ce qu'il faut l'analyser dans le sang, dans les urines? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des critères? Parce que finalement, je pense aux gens qui nous écoutent et ils disent mais après tout, moi je mange du pain, je mange des pommes de terre, mais j'en mange pas beaucoup ou j'en mange un peu. Enfin, c'est très très difficile c'est pour ça d'évaluer cette question-là. Il faut pas se dire je peux rien faire. En effet, on va pouvoir agir. Donc la cadmiurie, c'est très très simple. Il suffit de faire dans un petit pot. Alors il y a plein de gens qui avant d'aller faire la prise d'urine, boivent beaucoup. Non, il faut pas boire beaucoup parce qu'il faut pas diluer, ça fausse le résultat. Donc, normal. Vous faites un peu pipi dans le pot. On vous la mesure, c'est le reflet de la contamination chronique. Puisque le cadmium, d'abord, dans votre foie, se fixe à une protéine qui s'appelle la métallothionéine, puis c'est pareil dans le rein, se dégrade et va dans le rein, et donc c'est le reflet de votre contamination chronique. Ça veut dire déjà que votre rein souffre quand il rejette la cadmiurie, qu'il y a déjà des lésions tissulaires du rein. Donc, c'est une extrême simplicité. C'est remboursé 27,50 €, mais l'unité nécessite le dosage de la créatinine urinaire, donc 1,50 € de plus, 29 €. Donc, qui n'est pas remboursé ou qui est remboursé aujourd'hui? Qui est remboursé avec, on demande 2 €. Très bien. Mais c'est remboursé uniquement, alors là, c'est là que ça devient ubuesque, sur les sites potentiellement contaminés au cadmium.
Et donc, en France, il y a 7000 sites contaminés aux métaux, dont 700 à peu près au cadmium. Mais quand vous dites site, ça veut dire site industriel ou des sols qui sont réputés déjà pollués, parce que là, on vient de voir que ça concerne la culture des céréales. J'imagine que là, on est sur quelque chose qui est un peu différent. Et c'est basé sur une carte qui s'appelle GISOL de 2011. D'accord. Et donc, évidemment, c'est les zones industrielles. Ça ne correspond pas du tout à la contamination où on a rajouté des engrais. Donc aujourd'hui, les critères pour avoir une cadmiurie, être remboursé, j'imagine, c'est habiter dans une zone qui a été réputée polluée par des activités industrielles. Voilà, vous habitez à Fos-sur-Mer, par exemple, puisqu'il y avait des rejets de cadmium, et vous avez fait votre potager. Alors que nos enfants qui ont une dose, donc par exemple par rapport à moi, 2 fois plus, les enfants de 6 à 10 ans ont 2 fois plus de cadmium dans les urines en moyenne que moi qui ai 60 ans de plus. Qu'est-ce que vous préconisez là sur cette question? Donc ça. Est-ce que ça veut dire que vous avez mal communiqué depuis 2 ans? Parce qu'il faut rappeler que l'étude Esteban dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'est Santé publique France. C'est une agence française sanitaire. Enfin, c'est pas. Et donc vous êtes un médecin aujourd'hui mobilisé sur cette question. Est-ce que ça veut dire que tout ce message depuis 2 ans et beaucoup de presse en l'occurrence a été inutile? Il y a une mauvaise compréhension du sujet? Pas inutile, mais ils n'ont pas pris la mesure de l'ampleur des risques sanitaires que courent les Français. Que dit l'ANSES? L'ANSES a dit si on n'agit pas vite, les Français empireront un bris sanitaire. Et donc, moi je sais que dans les discussions qu'il y a eu pour le remboursement de la cadmiurie, ça a mis un moment, on l'a demandé avec l'ensemble des médecins libéraux français, ils ont dit j'ai eu des fuites, hein, alors c'est pas moi qui l'ai entendu, mais il faudrait pas que le nombre de cadmiurie dépasse le nombre de plombémies. Vous savez, le plomb qu'il y a dans les saturnisme. Oui, alors je suis allé voir évidemment combien il y a eu de plombémies prescrites en 2022, c'est 4000. D'accord. Donc on sent qu'il y a une gestion financière peut-être derrière qui paraît importante. Bon, puis après ça a été un peu mis de côté, mais ça concerne tous les Français. Et on va parler des plus exposés, notamment les enfants. Parce que l'ANSES, l'Agence nationale sanitaire, nous dit qu'entre l'étude, ça s'appelle l'étude d'alimentation totale, le numéro 2, il y a vers 2010, et puis la nouvelle, 3, la contamination des enfants a augmenté considérablement. On va s'arrêter sur la question des enfants parce que ça revient beaucoup dans votre discours. Et au fond, moi, j'ai pas une connaissance très précise de l'agriculture française et européenne, mais je me dis que cette utilisation d'engrais phosphatés en l'occurrence, qui contiennent du cadmium, doit pas être finalement une pratique nouvelle. Et pourquoi est-ce que les enfants sont plus contaminés aujourd'hui qu'il y a 20 ans ou 10 ans? Je sais pas quelles sont les échéances. Et c'est quand même, ça interpelle un petit peu quand même quand on analyse cette question. Oui. Ben donc l'ANSES dit que potentiellement chez l'adulte, il y a une majorité des médicaments où il y a moins de cadmium qu'avant, mais chez l'enfant, notamment les céréales, il y en a plus. Donc ça veut dire qu'on a changé nos pratiques alimentaires ou c'est les process agroalimentaires qui ont évolué? Par exemple, ils ont marqué que dans certaines céréales chocolat, que c'était peut-être le chocolat avait 3,5 fois plus de cadmium dans la céréale. On revient sur le chocolat, décidément. Que la fois d'avant. D'accord. La pomme de terre aussi, les taux ont légèrement augmenté de cadmium dans les pommes de terre. Et comme les enfants au petit-déj, ils ont les céréales, ils ont les pommes de terre à quasiment tous les repas, ils sont beaucoup plus contaminés. Et donc, par exemple, si je vous dis 0,31 en moyenne pour les enfants de 6 à 10 ans, en microgrammes par gramme de créatinine, l'ANSES nous dit, à l'âge de 60 ans, il ne faut pas dépasser 0,50. Redonnez d'où il y a les chiffres. À l'âge de 60 ans, il ne faut pas dépasser 0,50. Et alors que nos enfants de 6 à 10 ans ont en moyenne 0,31. Donc si ça continue, vous multipliez par 6, on arrive à 0,31 fois 6 à 1,80, alors qu'il ne faudrait pas dépasser 0,50. Ce 0,50 est basé sur le fait de ne pas voir des risques osseux apparaître. On va parler un peu des risques sanitaires, des risques osseux. Une grande analyse qui date de 2011, qui montre qu'à partir de 0,50 dans les urines, vous avez un doublement du risque de fracture par ostéoporose, notamment, du col du fémur ou du rachis. Alors, c'est pas anodin. En français, c'est 460 000 fractures par an, 150 000 hospitalisations, rien que ça. L'ANSES dit que un quart... Sur une population un peu vieillissante, alors là, pour les enfants, mais j'imagine que ça va pas faciliter les choses quand on vieillit. Ouais. Comme ça s'accumule. Et donc, l'ANSES dit que c'est à peu près un quart. Estime que c'est un quart des fractures, donc déjà un enjeu sanitaire est dû au cadmium, les fractures par ostéoporose. Et puis, depuis, les cardiologues, je suis content, les sociétés mondiales de cardiologie nous ont démontré que le cadmium était un facteur de risque cardiovasculaire. Parce qu'il fait de l'inflammation
dans la paroi, ça s'appelle la dysfonction endothéliale, je vous passe les détails, et oxyde votre mauvais cholestérol. Les gens pensent que le mauvais cholestérol bouche les artères. Oui, mais s'il est oxydé. S'il n'est pas oxydé, il ne bouge pas l'artère. Le bon cholestérol, on dit « moi j'ai beaucoup de bon cholestérol, il est efficace ». Il est efficace que s'il n'est pas oxydé. Le bon cholestérol non oxydé doit empêcher le mauvais cholestérol de s'oxyder pour pas qu'il bouche l'artère. Mais le cadmium oxyde aussi le bon cholestérol. Alors je vais revenir à la question un peu pratique. Ce qui veut dire allez-y. Si vous avez peu de cholestérol, vu qu'il est oxydé, Oui. peut-être qu'il faut être plus agressif. Et à l'inverse, si vous avez un peu trop de cholestérol à la limite supérieure, mais qu'il n'est pas oxydé, vous n'allez pas forcément boucher l'artère. Tout ça peut se mesurer, mais c'est de la médecine individualisée, par ce qu'on appelle une prise de sang qui s'appelle des anticorps, anti-mauvais cholestérol oxydé, anti-LDL oxydé. C'est le reflet sur 6 mois, que sur 6 mois. Et il faudrait le faire parce que, évidemment, tout au long de votre vie, l'oxydation peut changer. Mais ça peut vous donner une idée de l'oxydation de ce mauvais cholestérol. Et je le dis, pour des gens qui en ont peu, peut-être être plus agressifs. Voilà, c'est pas remboursé, bien évidemment, hein, mais ça permettrait d'avoir une médecine, je vais dire, de précision pour chaque individu. Donc, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Et les études cardiologiques montrent que dès 0, pas à 0,50, dès 0, vous le voyez sur la diapositive, le risque cardiovasculaire, cardio-VD, c'est cardiovascular disease, maladie cardiovasculaire, augmente dès 0. Pour atteindre la dose de 0,50, dose dont on nous disait que les risques, les premiers risques sanitaires étaient osseux. En quelque sorte. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de dose Entre 0. 0,50, il ne se passe rien. Après, vous avez en effet un risque de fracture. Eh bien, il est multiplié par 2,79 à la dose de 0,50. Donc, ça veut dire que le cadmium, moins on en a, mieux c'est. Et donc, c'est tout notre but, que les Français soient le moins contaminés possible. Bien, écoutez, je crois qu'on a bien compris. Ce que je comprends dans vos propos, c'est que finalement, ce cholestérol oxydé en présence de cadmium, on peut le doser, mais il faut le demander en supplément. C'était un peu ça ma question. C'est ça. Vous le confirmez. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les impacts sanitaires? Après, on va parler un petit peu de votre mobilisation, puis des actions, bien sûr. Les impacts sanitaires. Donc, d'abord, c'est méconnu, neurologique. Ça favorise, c'est pareil, stress oxydatif, ça altère les neurones, ça altère les neurotransmetteurs. Et notamment, le Club des neurologues de l'environnement a fait une première session où j'étais invité à un congrès de neurologie à Paris en décembre dernier pour parler du cadmium et des effets neurologiques qui est totalement méconnu, puisque sur les 100 neurologues qu'il y avait dans la salle, quand on leur a dit qui a lu une étude neurologie et cadmium, il n'y en a qu'un qui a levé le doigt. Ah oui. On se heurte donc à ce manque de connaissances. Donc les risques osseux, les risques cardiovasculaires. Mais vous qui êtes un spécialiste de la santé environnement, est-ce qu'on peut pas dire finalement que les questions environnementales aujourd'hui, dans le monde médical, sont encore assez secondaires pour la plupart des médecins? Enfin, je le dis de façon un peu directe, mais moi qui suis un spécialiste de l'air, je me rends compte souvent que les médecins ont une connaissance grand public des sujets. Ouais. Est-ce qu'on peut le dire de cette façon ou est-ce que ça progresse? Il y a eu un élément très important qui a été fait en janvier 2026. Les grandes sociétés de cardiologie, alors c'est l'American College, la Société européenne de cardiologie, enfin, nos maîtres, ont déclaré que les facteurs de stress environnementaux étaient causés un peu plus de la moitié des décès cardiovasculaires dans le monde, dans lequel vous trouvez la canicule, oui, mais évidemment les pollutions chimiques, la pollution de l'air. Mais vous et moi, nous le savons, mais on se rend compte que finalement, quand on en discute avec moi, je vois mon médecin généraliste, je lui ai parlé du cadmium, il m'a dit oui, j'ai vu ça dans la presse. Voilà. Et donc, avec ça, je suis allé voir le doyen de la faculté de Marseille, Georges Leonetti, que je remercie encore, qui m'a dit OK, cette déclaration nous dit, il faut des mesures réglementaires politiques pour réduire l'exposition. Exemple, réduire le taux de cadmium dans les engrais pour qu'il y en ait moins de stock dans le sol. Deuxièmement, sensibiliser la population, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Troisièmement, et c'est très important, former les professionnels de santé sur ces facteurs de stress environnementaux au même niveau, je répète, au même niveau que les facteurs de risque traditionnels, tabac, alcool, au même niveau. Et donc le doyen m'a dit OK, on y va. Et quelques semaines après, grâce à Franck Pagadelli, le professeur de cardiologie qui gère les internes en cardiologie. Là, vous parlez de Marseille. Je parle de Marseille parce qu'on veut le faire en France partout. J'ai fait le premier cours pour les internes en cardiologie sur les facteurs environnementaux, dont le cadmium. Et à la rentrée, au centre de cancérologie de la faculté, à l'IPC, eh bien, il y aura le premier cours pour les internes en cancérologie. C'est pas moi qui le fais, ça va des cancérologues, évidemment, sur le sujet. Et avec Georges Leonetti, on veut que la France entière reprenne ça. Vous vous rendez compte que c'est la première fois en France que les internes vont être informés
de ces facteurs de risque. Et donc, il y a un manque à tous les niveaux, soit externe, interne, médecins installés, de formation sur ces sujets. Il faut arrêter d'être toujours dans le curatif, il faut qu'on comprenne. Moi, quelqu'un qui arrive et qui me disait « Ah, ben ça, j'ai le cœur, ben j'ai aussi un cancer. Et pourquoi ?»« Ah, ben je sais pas. »« Ah, je fume pas, je bois pas. » Mais oui, mais c'est tout ce que dit la Société savante de cardio. Il y a les facteurs environnementaux, les pollutions chimiques de l'air, etc. Sur le cadmium dans les pathologies, il y a évidemment les cancers. Donc, on sait que c'est cancérigène pour le poumon, qu'il y a des liens, des associations. Pourquoi on parle d'association ? Parce que on peut pas mettre une population qui a zéro cadmium et une autre qui a beaucoup de cadmium, parce que c'est pas possible, tout le monde en a. Et donc, on associe les taux de cadmium, de cadmiurie, à des cancers. Cancer du poumon, cancer de la prostate, parce qu'il est perturbateur endocrinien, il a une action un peu oestrogénique, cancer de la prostate. On ouvre un nouveau concept, parce que, encore une fois, tout à l'heure, on a vu reprotoxique, cancérogène, c'est perturbateur endocrinien, peut-être en un mot, juste pour les non-spécialistes. Évidemment, moi, je sais. Ça perturbe le fonctionnement de vos hormones, ça imite les hormones mâles ou femelles, bon, en l'occurrence femelles, donc c'est lié. Il y a des liens avec cancer de la prostate, cancer du sein, cancer urinaire aussi, la vessie, cancer gynécologique, avec des surrisques pour les gens entre ceux qui ont le plus et ceux qui ont le moins, puisque personne n'a zéro, d'ovaire, d'endomètre, même sur la thyroïde, où il y a des trucs, et bien sûr le pancréas, puisque le pancréas inquiète beaucoup les médecins, les cancérologues, la population, parce qu'on est passé de 6 000 en 2010 à plus de 15 000 actuellement, qui a une augmentation très fréquente avec des gens jeunes qui sont touchés. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on entend aussi parfois, est-ce qu'il y a un lien établi entre cette contamination au cadmium et puis finalement cette épidémie de cancer du pancréas aujourd'hui, ou est-ce que ce sont des faisceaux et c'est plus une question, et ça me paraît déjà une bonne façon de poser les choses. Ce sont des associations. C'est pas parce que vous avez beaucoup de cadmium que vous allez avoir forcément un cancer du pancréas. C'est pas parce que vous fumez, il faut pas fumer, que vous allez avoir forcément un cancer du poumon. Il y a d'autres facteurs, d'autres cofacteurs qui vont vous protéger ou au contraire favoriser la survenue du cancer. Mais on s'est aperçu, et donc dans la diapo que vous voyez, que la dernière méta-analyse montre estime que le risque sur le cancer du pancréas est dose dépendant à l'augmentation de la dose de cadmium, avec des dosages dans le tissu pancréatique, des dosages de la cadmiurie et des dosages aussi même dans les ongles des pieds, puisqu'il peut aussi se afficher là. Et un professeur donc d'Amiens, qui a un laboratoire sur le cancer du pancréas, a trouvé une explication physiopathologique de la stimulation des cellules cancéreuses du pancréas à cause du cadmium. Donc, l'idée, c'est pas de dire c'est que le cadmium qui provoque ça, bien sûr que non. Ce serait trop simple. Mais il y a des associations. Et donc, je sais qu'à Marseille, on réfléchit sur ce sujet. À Bayonne aussi, l'hôpital de Bayonne commence les études sur le sujet. Moi, je pense qu'on aurait pu les commencer plus tôt. Il y a eu une déclaration importante du président de la Ligue contre le cancer il y a quelques jours, puisque la Ligue surtout insistait sur les facteurs individuels, les facteurs évitables, l'alcool, l'exercice physique, le tabac. Et bien, le président, professeur Bergerot, nous dit maintenant qu'il faut être plus dans la prévention et qu'il faut s'occuper vraiment des facteurs environnementaux. L'Organisation mondiale de la santé a fait un rapport sur le cancer qui vient de sortir. Je l'ai épluché et qui nous dit la même chose, qu'il faut faire plus de prévention parce que le nombre de cancers augmente et on ne pourra plus, nos finances ne permettront plus d'arriver à gérer. Il faut qu'on ait moins de cancers. Et donc agir sur le cadmium, par exemple, c'est une façon tout à fait logique de diminuer le risque du cancer. Et elle nous dit 1 euro mis sur la prévention, donc bien sûr pas que cadmium, exercice physique, tout le reste. 1 euro, c'est potentiellement 9,5 € gagnés par le gouvernement en termes de soins médicaux, mais pas que soins médicaux. Perte de productivité, en plus du traumatisme social, professionnel, mental, familial que ça procure. On veut qu'il y ait moins de malades. Alors, un jour je fais un topo pour dire ça, et puis il y a quelqu'un qui lève le doigt dans l'assistance, il me dit « il faut bien mourir de quelque chose ». Oui. Alors c'est une dame très âgée, c'est pas faux. Mais quand ça te touche ta famille, des jeunes autour de toi, c'est pas la même chanson. Oui. Donc du moment qu'on peut faire quelque chose, on doit le faire. Pour finir avec les risques sanitaires, il y a le foie aussi.
puisque le cadmium va dans le foie. Et par exemple, il y a une étude chez les adolescents chinois le cadmium favorise la fibrose du foie. Puis il y a les reins. Alors là aussi, il y a certaines études qui parlent de fibrose, mais aussi, comme le cadmium va dans le rein, entraîne des lésions du rein. Alors on estime que c'est à peu près pas à 0,50, pas à 0 comme le cœur, pas à 0,50 comme les os, vers 1, il y a déjà des lésions rénales importantes. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, 0,50, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à 0,50. La moitié, 47% de la population française est déjà à 0,50. Ça, c'est vraiment très important, là, ce que vous venez de dire. Donc, finalement, on voit la multitude des pathologies. C'était pas un moment très sympa pour ceux qui nous écoutent, mais c'est bien de les entendre. Mais ça veut dire aujourd'hui qu'une majorité des Français sont concernés par ces risques. Oui, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Oui. Et j'ai oublié de vous dire, la reproduction. Alors, c'est extraordinaire. Donc, ça altère la circulation, la vascularisation des testicules. Donc, il y a moins de spermatozoïdes en plus, ils sont en mauvais état. Et même, il y a un enzyme qui permet au spermatozoïde de rentrer dans l'ovule. Parce que si le spermatozoïde est tout seul, il tourne autour de l'ovule et ça ne fera pas de petit. Ça s'appelle l'acrosine. Eh bien, le cadmium inhibe l'action de l'acrosine. Et le spermatozoïde, il a même du mal à entrer dans l'ovule. Et les ovaires sont oxydés aussi, parce que je vous dis, c'est un produit très oxydatif. Donc, on nous parle de plan de reproduction. En nous disant il faut faire des enfants plus tôt. Oui, évidemment, avec l'âge, nos capacités diminuent, mais le cadmium, les phtalates, les autres perturbateurs endocriniens, il faut agir dessus, sinon, on aura du mal à avoir des petits. Voilà. Et dans mes conférences, je dis toujours, si vous êtes jeune, vous voulez avoir sûr d'avoir des enfants, vous les mettez au frigo rapidement, au cas où vous n'y arriviez pas dans quelques années. Voilà. Mais c'est assez triste de dire ça. Je le dis sur le ton de l'humour, mais c'est assez triste, quoi. Très bien, merci Pierre Souvé. On a 2 dernières séquences. J'aimerais, vous en avez déjà dit quelques mots, qu'on s'arrête quelques instants sur ce que l'on peut faire. Avec 2 grandes questions au fond. Qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel? On a commencé à se dire qu'on peut avoir une pénurie, on peut changer notre alimentation, essayer de choisir mieux le chocolat. On voit qu'il y a déjà des pistes. Peut-être que vous avez des propositions, ou en tout cas des pistes de réflexion sur ce sujet. Et puis après, qu'est-ce que peut faire la puissance publique? Vous en avez dit aussi quelques mots. On va commencer par l'individu, nous là, qui écoutons cette question-là. On se sent tous concernés maintenant, parce que 50%, après tout, ça veut dire qu'on est sans doute dans cette liste-là, en tout cas une grande majorité d'entre nous. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète? Donc on peut agir. Donc nous, on a fait sur le site de l'ASEF, www.asef-asso.fr, des kits cadmium avec les médecins libéraux français, avec la conférence nationale des médecins libéraux. Donc c'est un document très officiel. Le premier élément dont on vous explique, c'est diversifier. Donc, si vous mangez des pommes de terre tous les jours, 3 sandwichs tous les jours, vous allez avoir des taux de contamination élevés, ou des huîtres tous les jours. Donc diversifier son alimentation et limiter les produits dont on a parlé. Les céréales notamment, et dérivés, les pains, etc. et les pommes de terre. La liste est longue quand même. La liste est longue. Mais la liste est longue, c'est surtout tous les dérivés de céréales et les pommes de terre et dérivés. Chez les légumes, je vous dis, c'est pas des épinards tous les jours. On peut manger des légumes régulièrement. Des légumineuses. Et les épinards. Moi, c'est ce que je retiens finalement de façon pas trop d'épinards, je vous dis pas trop d'épinards. Mais les légumineuses, il faut y aller, quoi. D'accord. Il faut y aller. C'est 2 contre 29 pour les pommes de terre. Et c'est hyper sain nutritivement. C'est des recommandations. C'est des protéines végétales au passage. Exactement. Absolument. Pareil pour les laitages, pour les fruits. Et donc, dans notre kit cadmium, il y a des alternatives au goûter. Je prends l'exemple du goûter. C'est pas les biscuits systématiques, puisque c'est un gros contributeur chez l'enfant. C'est un yaourt, c'est un fruit. Alors, on va dire, je vais vous parler du bio. C'est éventuellement une petite tartine de pain avec du fromage, parce que évidemment, vous ne serez pas à 0, mais là aussi, vous allez peut-être varier les céréales. Oui, parce qu'on a plutôt une bonne image finalement de la tartine de pain qui est réputée être finalement assez saine, le pain, puis un autre, plutôt que ces produits ultra transformés. Et là, on est en train de dire, finalement, c'est pas si Et ça. alors, par exemple, le quinoa, le sarrasin, le seigle sont moins contaminés. Alors, j'ai été charrié par des journalistes qui me disent, qui a envie de manger du pain de seigle, une tartine de pain de seigle? Ouais. Bon, je vous dis pas d'en manger tous les jours, mais en tout cas, il y a des éléments. Pour les céréales, c'est pareil. Pas que des céréales au blé, même si les autres, avoine notamment, peuvent être contaminées. Donc, on a bien mis, varier les céréales, attention au chocolat dans les céréales, mais avec modération. Bien entendu, il faut réduire le taux de céréales et dérivés, le taux de pommes de terre et d'iris. Sur les femmes,
C'est très important, les femmes. Les femmes sont beaucoup plus contaminées que les hommes. Parce que dans l'intestin, donc le cadmium arrive, il n'y en a qu'une petite partie qui pénètre, 5%, le reste, vous allez faire caca, le cadmium, mais il y a 5% qui va rentrer. Mais il y a une protéine qui transporte les métaux, pas que le cadmium, les bons métaux, le fer, le cuivre, le zinc. Si les bons métaux manquent, le cadmium prend la place. Et j'ai vu des études où c'était pas 5% qui est rentré, c'était 20%. Et les femmes, il se trouve que... Ça, juste pour bien le traduire, ça veut dire que si on a des carences dans ces autres métaux par l'alimentation, finalement le cadmium va prendre la place et on a donc un taux de pénétration dans l'organisme qui est plus fort. Pourquoi les femmes? C'est comme ça qu'il faut le comprendre? Pourquoi les femmes? Alors, sont beaucoup plus. Les femmes ont, par exemple, je vous ai dit, 0,50 de la dose soi-disant où il n'y a que les risques osseux, 0,68 pour les femmes, 0,47 pour les hommes. Parce que 25% des femmes ont des déficits en fer à cause des règles. Oui, bien sûr. Et donc, c'est un message qu'on donne aux médecins et aux gens. Il faut s'occuper des déficits en fer chez l'homme et particulièrement chez la femme parce que c'est très, très fréquent. C'est pas anodin. Il faut vous en occuper avec un médecin. Deuxièmement, autre métal, c'est le zinc. Le zinc, en effet, s'il en manque dans l'intestin, ça va pénétrer plus, mais il a un rôle dans le foie et dans le rein. Il fabrique ces métallothionéines qui sont capables de fixer le cadmium et d'inhiber sa toxicité avec une efficacité antioxydante 10 fois supérieure à nos propres défenses antioxydantes. Donc avoir un bon statut en zinc permet donc de fixer, grâce à la fabrication de ces métallothionéines, le cadmium et d'inhiber sa toxicité. Après, s'il y a trop de cadmium, c'est débordé, hein. Il va se mettre dans le pancréas, ailleurs. Mais c'est important d'avoir un bon statut en zinc. Alors, je prends pas au hasard les compléments. Hein. Alors, les métallothiolènes, j'essaye de Thioléine, métallo, il y a du sucre dedans. Dans quoi on trouve ça? Et est-ce que vous préconisez des compléments alimentaires? Est-ce que c'est dans notre alimentation qu'il faut aller chercher ça? Moi, je cherche vraiment le côté pratique de ce que vous nous dites. Le cuivre aussi peut fabriquer ces métallothionéines en plus du zinc. D'accord. Et donc, on est pour avoir un bon statut en zinc. Mais dans l'alimentation, souvent... Où est-ce qu'on le trouve, ce fameux zinc? Et souvent, c'est des aliments où il y a beaucoup de cadmium. Ah, et donc, on est pour les compléments, mais pas au hasard, je fais n'importe quoi. Le zinc se dose, comme le cuivre. Et donc, votre médecin, là aussi, si vous dites quel médecin a dosé le zinc, il n'y en aura pas beaucoup qui répondront oui. Mais là aussi, on adapte en fonction de la prise de sang qui est remboursée. Et on complémente en fonction de la prise de sang. Comme on complémente pour le fer. Pareil, on ne fait pas ça au hasard, on fait ça en partenariat avec son médecin. Donc, si je résume, il faut limiter... Mais le médecin lui-même qui doit être sensibilisé, voire formé, et oui. C'est toute une chaîne quand même qu'il faut reconstituer là. Ouais. Alors, ça progresse. Nous, on voudrait que ça progresse beaucoup plus vite. Hein. Mais je vous ai dit, les neurologues, 1 sur 100 avaient levé la main, mais chez les cardiologues, c'est à peu près pareil. Alors que, voilà, et je suis heureux, je le répète, que le doyen Georges Leonetti, lui, ait capté tout de suite l'importance du sujet, ainsi que l'IPC à Marseille, le Centre contre le cancer. On va revenir sur le kit de l'ASEF, donc peut-être sur les bonnes pratiques, et puis après on va venir sur ce qu'on peut attendre de la puissance publique, parce que là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Alors la puissance publique. Les députés donc, se sont mobilisés, pas tous hélas, pour protéger la santé des Français, et donc il faut appliquer, donc ce ne sera pas 2038, ce sera a priori en 2030, si tout va bien, où on adoptera la dose recommandée par notre agence sanitaire de 20 mg par kilo de cadmium dans l'engrais. Il faut rajouter à ça. Et l'Union européenne, dans son groupe de réflexion qui a sorti un papier sur le cadmium, il faut s'occuper de l'acidité des sols. Parce que comme je vous l'ai dit, plus le sol est acide, plus le cadmium du sol va passer dans la plante. Et donc, il faut faire un bilan de l'acidité des sols et avoir une réglementation. C'est important parce que le stock, il mettra très, très, très longtemps à s'évacuer dans notre alimentation. Mais si on veut limiter le passage, il faut s'occuper de l'acidité des sols. Donc voilà, sur le bio. Je vous interromps juste sur ce point, parce que moi j'ai une formation de chimiste. La bonne nouvelle pour les Provençaux, on est à Marseille aujourd'hui, c'est qu'on est sur des sols calcaires, carbonatés, donc ils sont réputés basiques. Et on sait que là, la mobilité finalement de ces métaux est beaucoup affaiblie. C'est vraiment dans les sols acides où finalement le cadmium est beaucoup plus libre dans l'eau. Donc est-ce qu'on peut dire qu'en Provence, on est un peu protégé? J'ai demandé à l'ANSES si sur les prélèvements qu'ils ont faits, on avait l'origine géographique des prélèvements de patates, par exemple, ou de légumes. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'origine des aliments. Et on n'a pas. Mais si vous mangez pour les Provençaux, finalement, chez un maraîcher qui est à côté de chez vous, on peut se dire que finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle. Peut-être. Ça serait à vérifier. A priori, naturellement, déjà dans les sols, il y a moins de
de cadmium qu'ailleurs. Il y a moins de cultures intensives céréales, pommes de terre, qui sont dans les grands bassins du centre-nord de la France. Donc, il y a ça. Il y a beaucoup de bio en Provence. Le bio, c'est important. Il y a une méta-analyse de 243 études qui nous dit qu'en moyenne, il y a 48% de moins de cadmium dans le bio. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de ces engrais, ou quasiment pas de ces engrais phosphatés utilisés. Il y a beaucoup de matière organique, et là aussi, la matière organique retient le cadmium dans le sol. Ouais, c'est ce qu'on appelle la complexation des métaux. Alors, il y en a qui vous disent, l'ANSES a dit, le bio n'est pas épargné. Oui, on n'a jamais dit. Si le sol, il y a du cadmium naturellement, ou si le sol a été cultivé avant avec des engrais phosphatés qui ont enrichi le stock de cadmium dans le sol, il va y en avoir. Mais en moyenne, c'est 48% de moins d'après cette méta-analyse. Donc, de toute façon, le bio, c'est moins de résidus de pesticides, à minima, c'est plus d'éléments nutritifs, nutritionnels. Et l'étude Bionutrinet Santé, très officielle, nous dit que si vous mangez bio à peu près 3/4 par rapport à 0, vous avez moins 25% de risque de cancer en moins. C'est une recommandation officielle de l'État. Privilégier le bio, c'est officiel, mais on ne le dit Donc, pas trop. Il faut continuer à pousser pour que l'État communique mieux et aider les agriculteurs bio, qui font du bio, en quelque sorte. Exactement, leur taper dessus. C'est incohérent totalement. Alors, il y en a qui me disent à juste titre, des fois, on n'a pas les moyens de manger du bio. C'est pour ça que je dis dans les écoles, il faut aller plus loin que les 20% obligatoires. Il faut vraiment qu'à l'école, il y ait un rééquilibrage des aliments avec beaucoup plus de légumineuses, peu contaminés, plus riches, et aussi plus de bio dans les cantines pour que les gens de tous niveaux sociaux, et notamment nos enfants, puissent en fait manger le mieux possible. C'est tout l'avenir sanitaire de cette génération qui est, les adultes aussi, mais ils partent avec un handicap, des taux trop forts. On ne peut pas regarder et dire ah ben non, continuez à manger des patates sans réfléchir. C'est pas possible. Alors, si on revient sur ce que peut faire finalement la puissance publique, et puis après on terminera avec votre engagement personnel. Donc on a compris aujourd'hui que finalement, bien sûr, il y a différentes sources, le tabac, le fait de vivre près d'une usine, par exemple, qui a utilisé ou émis du cadmium. Mais que la question principale, c'est donc cette alimentation et ces engrais phosphatés. Est-ce que, à travers vos messages, les différents interlocuteurs que vous voyez, vous avez vu des ministres dernièrement, est-ce que finalement cette pratique agricole évolue ? Parce que on se dit, on a compris que les sols étaient durablement chargés de cadmium, mais est-ce que finalement on a pris conscience et est-ce qu'il y a un changement de pratique qui commence à être envisagé par le gouvernement, ou est-ce qu'il y a au moins un travail en ce sens ? Parce qu'on se dit que finalement c'est quand même ça le sujet. Actuellement, le gouvernement déçoit beaucoup, et le nombre de députés, donc avec la réintroduction de la acétamipride notamment, alors que même le Conseil de l'Ordre national des médecins ne voulait pas qu'on réintroduise ce pesticide. Et sur le cadmium, c'est un peu la même chose. Le bilan de l'acidité des sols, qui est donc nécessaire pour la lutte contre cette acidité, pour limiter le flux vers la plante. J'ai rien vu passer. Le soutien à l'agriculture bio, moi j'ai trouvé plutôt que c'était remise en cause de l'agence bio, remise en cause des subventions qu'il y a pas, alors que c'est une recommandation officielle de l'État. Il y a une incohérence, et le fait que la santé des Français, en fait, ça passe pas en premier. Or, j'ai deux chiffres importants. En 2012, les dépenses courantes de santé, toutes les dépenses avec les arrêts de travail, c'était 243 milliards. On est passé à 333 milliards 12 ans après. Donc notre système, il ne va pas pouvoir tenir si on continue à faire des malades et si on continue à augmenter les drames. Et donc, ils ne comprennent pas que la vision courte va faire un prix à payer pour la santé des Français, médicalement et financièrement. Parce que quand je leur dis 1 euro sur la prévention, c'est 10 euros à peu près de bénéfices à long terme, c'est moins d'impôts sur les sociétés, c'est moins d'impôts pour nous, c'est moins de dettes pour la France. Alors, on nous serine à juste titre avec la dette, mais il y a une source d'économie phénoménale. Eh bien non, c'est pas cohérent. Et on a la sensation que peut-être il y a des lobbies derrière qui voient le court terme, alors que si vous vous basez sur la santé des Français, c'est que des économies pour notre société, pour notre pays et pour nous-mêmes. Alors, vous nous dressez quand même un paysage assez négatif de cette question-là, alors que, je crois qu'elle est à peu près connue de la plupart des Français qui s'intéressent à ces questions environnementales ou à leur alimentation. Est-ce qu'on a des raisons quand même de se dire que le sujet va être à l'agenda d'une façon ou d'une autre, ou vraiment on est dans cette négation du problème? Quand je vous écoute, je suis un peu surpris, je vous cache pas.
La question est délicate. Moi, j'ai fait avant le vote. Moi, j'ai fait avant le vote sur le passage à 20 mg par kilo de cadmium. J'ai fait un petit topo à des députés à la demande des membres de ce groupe ce groupe n'était pas très motivé pour voter pour. Et donc, je leur ai fait un topo sur la toxicité du cadmium. Visiblement, ils savaient pas quoi. Ils savaient pas. Donc, il y a un manque de formation des politiques qui est assez frappant quoi. Donc là, c'est pareil pour la remise de l'acétimipride. Moi, j'ai des députés qui ont contacté notre groupe pour demander mais ça, vous êtes sûr et tout. Donc, il y a un manque de formation. Et parce que c'est du travail, en fait, d'écouter les avis des scientifiques. Mais là, en l'occurrence, c'est les scientifiques, c'est l'ANSES, c'est Santé publique France, c'est le Conseil de l'ordre des médecins, c'est les médecins libéraux français, c'est les études internationales. Donc là, il y a une sorte de voile, de négation des éléments scientifiques qui sont probants, qu'il faut que, évidemment, vous n'allez pas tomber malade forcément parce qu'on a réintroduit tel pesticide et tout, mais c'est le principe de précaution et c'est tant d'économies à venir. Donc il y a et puis alors, j'aime bien le dire, ça c'est peut-être qu'eux personnellement ils se croient intouchables. Moi j'appelle ça l'illusion mensongère du moi tout puissant. L'illusion mensongère du moi tout puissant. Ben non, on n'est pas tout puissant, on est très vulnérable. Et quand ça touche sa famille, on voit les choses autrement. Voilà. Donc j'espère que comme moi, qui me suis engagé sans étant malade, avec mon collègue Patrice Salimi et Jean-Louis Messier, on n'est pas malade, mais on s'est engagé pour qu'il y ait moins de malades. Mais j'espère qu'eux s'engageront aussi avant que des drames arrivent, parce que la santé des Français, en tout cas pour moi, c'est une priorité. Alors, c'est bien parce que vous introduisez magnifiquement la conclusion. Je voulais vous demander, au fond, vous êtes une personnalité aujourd'hui engagée, très engagée. Vous avez été, je crois, en 2008, élu médecin de l'année sur ces questions de santé-environnement. Qu'est-ce qui fait que vous restez aussi engagé en quelque sorte et quels sont vos moteurs? Parce que je vous écoutais et je me disais mais finalement c'est quand même lutter contre un système et malheureusement des exemples nous en matière d'environnement nous en avons plein, mais là on a quelque chose qui concerne la majorité des Français, donc on pourrait espérer qu'il y ait une écoute et comment vous gardez la motivation? Qu'est-ce qui fait votre engagement aujourd'hui? Le premier truc c'est personnel. Parce que quand je m'engage, je fais des choses positives, que je protège mes enfants, mes petits-enfants, en leur faisant manger des bonnes choses, moins contaminées possible, ça me valorise. Je suis heureux de leur faire du bien. Et eux, ils sont heureux que je leur fasse du bien. Donc déjà, c'est valorisant. Deuxièmement, dans cet engagement, vous rencontrez des personnes extraordinaires. Parce qu'il y en a, hein. Il y en a. Je pense à Hubert Reeves, notamment, avec qui j'ai fait la préface d'un livre, l'astrophysicien, qui était vraiment une lumière. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y a des gens extraordinaires et ça m'a permis de sortir de mon cabinet et d'aller les voir. Oui, parce qu'on rappelle que vous étiez cardiologue. J'étais cardiologue à Vitrolles. C'était déjà un super métier, mais pourquoi sortir de cette zone de confort? Alors j'aime beaucoup les vitrolais qui m'aimaient aussi globalement parce que je leur donnais en fait. Je l'ai dit aux internes en cardiologie. Il faut donner de l'amour aux gens. Alors l'amour, oui, je n'allais pas les embrasser, mais je leur donnais quelque chose et ils me le rendaient. Et donc, quand je rentrais le soir, j'étais fatigué, hein, mais j'étais heureux parce que j'avais ressenti cet échange. Et la médecine actuelle doit retrouver ça. Et quand je fais ça, c'est ça, je donne et je reçois. Je reçois aussi. Donc, valorisation personnelle, valorisation, protection de ma famille, apport par ce que m'apportent les autres. Et certains me posent la question, me disent « Ah, mais tu as des succès, tu as des échecs ?» Je dis « Je calcule pas les succès et les échecs. C'est une voie à suivre. » Et je suis cette voie. Et comme me disait Hubert Reeves, est-ce que tu es optimiste ou pessimiste? J'ai ni optimiste ni pessimiste, mais déterminé. Donc je suis cette voie. Je veux qu'il y ait le moins de Français malades, surtout les enfants et les autres. Et je me bats. Voilà, je me battrai jusqu'au bout parce que du coup j'ai l'impression d'apporter quelque chose. Je raconte souvent cette histoire. Je suis allé dans le désert, j'ai vu des milliards d'étoiles et je me suis dit mais qu'est-ce que je suis dans ce monde? Et à ce moment-là, je me suis tourné vers le sol et j'ai dit mais oui, je fais partie de cette terre. Voilà, je ne suis ni grand ni infiniment petit. Je suis humain et l'humain peut faire de grandes choses.
Merci beaucoup Pierre Souvé pour cette interview. Je crois qu'elle sera utile. En tout cas, on a appris à vous connaître, à comprendre, j'espère, en tout cas, ce fameux cadmium dans notre alimentation. Je le résume de cette façon. Et puis, bonne poursuite, parce qu'on a besoin de personnalités comme vous sur ces sujets, pour éclairer de façon équilibrée, hein, même si on a bien noté cette petite note un peu négative quand même sur le sens de l'action. Pas sur le sens de l'action, sur l'action qui est conduite aujourd'hui. Merci beaucoup. Restons déterminés.